OK. Bonjour, bah, alors, je vais vous présenter un travail qui a été fait il y a quand même pas mal d'années, donc ça a un petit peu pris un coup de vieux, mais c'est pas grave. Le produit, il est diffusé aujourd'hui dans un centre de données que je vais en profiter pour vous présenter et il reste quand même, même si c'est un peu vieux, quand même, il est à l'état de l'art encore c'est donc, je suis pas tout seul. Cette présentation, elle a été faite avec des anciens collaborateurs et des nouveaux collaborateurs, donc Nicolas Narson et Pablo Bozo. Alors l'objectif, c'était dans le cadre d'un projet de recherche, de cartographier les bâtiments, l'empreinte au sol des bâtiments à 1,50 m en utilisant de l'imagerie de Dynamis, donc des images Spot 6-7 qui ont, donc un canal multispectral à 1,50 m de résolution, pardon, canal panchromatique à 1,50 m de résolution et un canal multispectral à 6 mètres de résolution. Donc, l'idée c'était d'utiliser l'apprentissage profond, donc, les Convolutional Neural Networks pour refaire ça. Donc on a utilisé des BD topo IGN et des images Spot 6-7 pour créer des jeux de données d'apprentissage sur toute la France. Donc, à l'époque, on avait utilisé, quelques années de couverture satellitaire sur la France, donc il y avait environ 1 200 scènes. Voilà, on a utilisé les images, dans leur, format d'origine, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de pré-traitement comme le punch harpooning ou des calibrations, radiométriques. Donc, on va expliquer pourquoi et pour la vérité terrain, voilà, comme je disais, on a utilisé la BD topo IGN. Alors, ce qui est intéressant, dans Spot 6-7, c'est qu'on a ces 2 modalités d'imagerie. On a un canal panchromatique qui a qu'une seule bande spectrale, mais par contre qui a une très bonne résolution spatiale et on a un canal multispectral, qui a 4 canaux intéressants, rouge, vert, bleu, proche, infrarouge. Par contre, la résolution spatiale, elle est vraiment pas très bonne. Elle est 4 fois plus grande. Et en fait, quand on utilise des réseaux de neurones convolutionnels, ce qui consiste en gros à appliquer des fenêtres mobiles dans des images à diverses, résolutions, des résolutions qui changent d'un facteur de 2 en général entre les différentes, couches du réseau. Ça permet en fait de faire entrer intelligemment les différentes, images aux différentes résolutions dans différents endroits du réseau. Donc là, typiquement, on voit que c'est des réseaux très classiques, hein, ça s'appelle Lunette. Donc ça prend une image en entrée et ça sort en sortie une estimation des labels des classes. Donc là, l'idée, c'est de prendre l'image panchromatique, de la mettre en entrée. Donc là, on a une image à 1,50 m et en sortie, on récupère une image des labels à aussi 1,50 m et l'image, multispectrale, plutôt que de la fusionner, avec l'image panchromatique et donc de multiplier la quantité de données ici en entrée, le temps de calcul, le stockage, tout ça, on va plutôt l'utiliser dans un endroit du réseau où l'information, elle est déjà à une résolution spatiale adaptée, c'est-à-dire à 6 mètres. Donc après 2 heu, changements de résolution de facteur 2, on arrive à la même résolution. Donc on peut concaténer, des informations du réseau, à cet endroit. Donc c'est assez intéressant parce que ça simplifie le problème. On fait moins de distorsion de la donnée en entrée et bien, en plus, c'est plus rapide, pour calculer et aussi, dès qu'on reçoit une image en pied d'antenne, on peut directement, produire une carte. Sans faire de pré-traitement, c'est direct. Voilà et après pour la vérité terrain, on a fait ce que tout le monde fait, c'est-à-dire qu'on a rasterisé des polygones à l'emprise et à la résolution des images panchromatiques et on a optimisé, ce modèle-là donc, on appelle ça des réseaux de neurones convolutionnels. Voilà, donc à l'époque, c'était un peu nouveau, maintenant, c'est vraiment un classique. Et on avait utilisé la machine Jean Zay, qui est hébergée à l'Institut du développement des ressources en informatique scientifique, qui est un peu la plus grosse machine en France, pour l'IA. Donc c'est la machine vers laquelle les scientifiques qui ont des gros volumes de données se tournent pour entraîner leurs modèles, rapidement. Donc, là, on avait fait tourner l'apprentissage sur, environ 64 machines, qui avaient chacune 4 GPU et ça avait pris quelques heures d'entraînement seulement. Alors qu'avant d'avoir accès à cette machine, on avait, monté une machine au labo GPU et l'entraînement avait duré plusieurs semaines pour un résultat qui était un peu moins bon d'ailleurs. Donc, notre entraînement, il avait bénéficié de la scalabilité de cette machine et l'évaluation du résultat était très satisfaisante, elle l'est toujours, hein.
Donc, on avait étudié la spatialisation de l'erreur. On s'était aperçu qu'à des endroits, ça marchait quand même moins bien que d'autres, notamment dans les zones avec, du relief assez fort. Et bon, il y a des endroits là, c'est hyper mauvais, mais en fait, c'est un biais de c'est parce qu'il y a pas de données, en fait. C'est des images qui ont très peu de pixels, dans l'endroit où on disposait de données de validation. Donc en fait, il y a du noir, mais c'est peut-être qu'il y a juste, pas de données de validation, en fait. Donc c'est pas quand ça marchait pas bien, voilà, c'est par exemple cette zone-là, très montagneuse, on avait des confusions entre visiblement les flancs des falaises et puis les bâtiments, quoi. Donc, on avait comparé avec des produits de l'état de l'art, comme le Global, Human Settlement Layer du JRC et puis, la couche Ozo de TIA. Donc c'était une magnitude de si on regarde le F-score, on est complètement sur une autre magnitude là, on fait un bond de 30 sur le F-score, donc c'est énorme et voilà, après il faut recontextualiser, hein. L'Ozo, c'est à 10 mètres de résolution. GHSL, c'est du sp à partir de spots, mais il y a beaucoup moins de données d'entraînement, donc c'est quand même, louable et donc voilà. Donc en termes d'évaluation, on a fait ça et on a diffusé donc toutes les on a fait les cartes à part une fois que le modèle est entraîné, en fait, on peut l'utiliser pour faire des cartes, y compris sur les années, qui sont en dehors de la période d'entraînement. Donc là, on l'avait entraîné sur 5 ans d'images, 6 ans d'images. Aujourd'hui, on continue de l'appliquer sur des images, d'aujourd'hui et juste, voilà, on se fie un peu sur cette évaluation-là qu'il faudrait refaire dans ce nouveau contexte. Mais en principe, le modèle est capable d'avoir à peu près les mêmes résultats que ça. Si le paysage ne change pas radicalement, c'est à peu près ce qu'on retrouve. Donc voilà. Donc ces données, elles sont diffusées dans le centre de données de service de Montpellier, qui fait partie du pôle, TIA, qui lui-même fait partie de l'infrastructure de recherche Dataterra. Donc pour faire très simple, l'objectif de ce centre, c'est d'améliorer l'utilisation des données géospatiales et puis de produire, des choses comme ce fameux building footprint, mais il y a aussi beaucoup de choses qui s'y développent. Donc, voilà, puis accompagner ça avec des formations et cetera. Donc la gouvernance de ce centre, c'est l'IRD et l'INRAE et en gros, le public concerné, c'est à la fois des gens qui consomment des données, donc ça peut être, des experts en SIG ou bien des gens qui font de l'IA, donc plutôt des informaticiens qui codent en Python et cetera et voilà, pour enseigner, et cetera, des politiques publiques, bien sûr et il y a un autre public qui est concerné aussi, qui est très important, c'est le producteur de données, qui sera plutôt, ben, un producteur de données qui a vocation à rentrer plutôt dans le domaine public, même si on est capable techniquement quand même de poser des contraintes d'accès. Heu, c'est vrai qu'un scientifique, il préfère quand même quand la donnée, qu'il diffuse, elle est diffusée librement parce qu'il est cité un peu plus facilement par ses pairs. En tout cas, le producteur de données, lui, il est capable de mobiliser des API pour déposer ses données dans le centre et donc pour le moment, c'est un peu localisé. On a un bêta test à Montpellier qui est composé de l'espace des UMR Espace Dev et Tétis. Mais à terme, en fait, l'idée, c'est que ça soit ouvert à tous les labos, nationaux en télédétection ou bien des agences publiques ou bien des boîtes privées qui souhaitent, diffuser leurs produits, via ce centre, voilà. Avec des modalités, de diffusion et économiques à définir. Et donc, ce centre, il utilise quand même des approches à l'état de l'art pour, diffuser des produits, notamment le standard spatio-temporel asset catalogue, qui est un catalogue de données et le format d'image Cloud Optimized Geotiff et donc l'idée, c'est typiquement quand vous êtes, dans QGIS, maintenant vous pouvez directement en fait, faire une recherche dans le catalogue et accéder aux images, en streaming. En fait, les images maintenant, on les télécharge plus, on les lit par le réseau et donc là, ce qu'on voit, c'est une image radar, par exemple et elle est vraiment pas compressée. C'est l'image réelle avec des pixels en flottant et qui est pas compressée. Donc là, on va, par exemple, faire une recherche sur la même zone, pour mettre des images Sentinel-2. Donc très bien, on ajoute l'image Sentinel-2. Là, c'est pareil, tout est streamé, en fait. On ne télécharge finalement à la volée que la partie qu'on est en train de visualiser
qui correspond à une emprise géographique et à un niveau de zoom. Donc c'est très léger en termes de et donc là, on en insère la fameuse carte, des bâtis dont je vous parle, dans cette présentation, qu'on va, pouvoir un peu manipuler dans QGIS, changer la symbologie, tout ça. Donc aujourd'hui, ça, c'est disponible, c'est opérationnel. La carte, elle est diffusée, quand on reçoit une image, en pied d'antenne, on produit la carte avec ce modèle. Qu'on peut aussi accéder à ça, sur internet, en fait, dans un navigateur web et je vais vous faire une démo. Donc là, hop. Alors si vous êtes intéressé par ce centre, vous pouvez aller sur cette page, j'ai mis le lien dans la présentation, qui explique un petit peu pour le producteur, comment il faut s'y prendre pour mettre des nouveaux produits. Pour le geek chevronné, comment accéder au catalogue en ligne de commande ou en Python et puis pour les experts en SIG, comment utiliser QGIS pour accéder au catalogue. Et donc, là, il y a aussi un autre truc qui existe. Si vous connaissez pas QGIS, vous pouvez aussi visualiser la carte du bâti, dans cette interface dont le lien est précisé, hein, dans le site que je vous ai présenté. Et donc là, c'est pareil, c'est des flux de visu, voilà. Donc là, c'est de la visu par contre, hein, c'est pas du enfin, il y a rien de c'est pas de la donnée brute, mais bon, c'est assez pratique quand même. Alors c'est très sommaire, hein. Voilà, vous avez donc la carte du bâti et en fait, vous avez d'autres bonus un peu. Vous avez des cartes avec le bâti et la végétation. Donc, par exemple, je pensais aux gens qui travaillent sur les villes. En fait, il y a la présence des arbres aussi dans les centres-villes parce que quand on entraîne un modèle, on a c'est compliqué de lui dire que ça, c'est une forêt et ça, c'est une haie, si on entraînait je veux dire, si on entraînait dans les données d'entraînement, on a mis des forêts, des haies, des choses comme ça. Le modèle, il va un peu apprendre, implicitement ce que c'est qu'un arbre, en fait. Voilà. Donc ça peut être intéressant aussi, ça dépasse un petit peu le contexte, thématique de l'urbain, mais voilà. Vous pouvez retrouver donc la nomenclature ici et voilà. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que la donnée est diffusée et je pense terminer. Voilà, j'ai fait vite parce que j'ai une contrainte à 11 heures et si vous voulez, poser quelques questions, ben, n'hésitez pas. Là, ce dernier slide, il synthétise un petit peu la nouveauté et l'avantage de cette plateforme-là, qui est ouverte et qui est disponible, voilà, pour les consommateurs de données et les producteurs de données. Merci. Eh ben, merci à toi, Rémi, pour cette présentation très intéressante sur les aspects détection d'emprise, mais aussi sur les technos que tu as montré que tu déploies à Montpellier. On est dans les temps, tu as une contrainte à 11 heures, donc vraiment j'invite ceux qui ont des questions à les poser très rapidement. Tu en as une première de Bastien L que tu peux lire dans le QNR. Vous avez comparé l'approche de la concaténation au milieu du réseau à des approches de concaténation de features en fin d'encodeur ou simplement d'upsampling des images AMS. Donc, c'est une réponse à apporter. Oui, oui, on avait fait des comparaisons, ouais, ouais, ouais. C'était meilleur, ouais. C'est meilleur, plus C'était meilleur. rapide et Bon, après, pour des questions peut-être très poussées, très techniques, il doit y avoir oui, ton mail, je je peux je suppose, peux dans répondre, le, ouais, par mail ou par dans chat, ouais. ouais. Donc, n'hésitez pas à contacter Rémi par courriel. D'ailleurs, un spectateur anonyme me demande s'il peut avoir le lien du site dans le chat. Donc, peut-être que toi-même ou Bastien, si tu n'as pas le temps, on pourra mettre le. De toute façon, ce sera dans la présentation qui sera diffusée. Euh, Il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent là tout de suite. Donc, encore une fois, hein, si vous avez des questions à Rémi, quelles qu'elles soient, vous aurez son courriel dans le support de présentation qui sera diffusé. Ah, si, une question de Damien Fourcy. Comment est traitée la question du coût énergétique environnemental de ce dispositif? Ah, je la traite pas, ouais. Tu ne la traites pas. Donc, il y a un coût environnemental énergétique, mais pour l'instant, ce n'est pas une question qui est abordée dans la réflexion. Non, à l'époque, en fait, les data centres, français, enfin, les centres nationaux de calcul, ils étaient pas en mesure de fournir, ces métriques-là. Donc là, Ça, tu c'est t'appuies, de toute arrivé façon, hein, récemment. peut-être, tu n'as peut-être pas précisé, mais tu t'appuies sur des moyens techniques qui sont situés sur le mésocentre à l'Université de Montpellier, c'est ça? Non, non, c'est le Non? centre, c'est l'IDRIS, c'est un des 3 centres de calcul français Ah, d'accord, ok. et bon, à Donc c'est l'époque, dans ce il cadre-là que ça c'est se. hyper compliqué de mesurer ces choses, en fait, Ouais.
Quand vous posez la question à des experts du HPC, ils vous répondront tous, une réponse différente. En plus, avec l'énergie décarbonée en France, c'est voilà, très compliqué.